bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, toutes mes excuses pour le rendez-vous manqué de lundi dernier. Normalement, là, nous sommes dans de bonnes conditions, donc nous ne devrions pas rencontrer de problème. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler un petit peu d'une période historique qui m'est chère, la République romaine, cette période, vous allez le voir, qui concentre un certain nombre de figures célèbres. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de Rome, proposer quelques balises, puisque cette histoire de Rome, c'est d'abord celle d'une formidable épopée, on va le découvrir ensemble, l'incroyable destin d'une petite cité du Latium, je l'avais rapidement évoqué lundi dernier, le Latium qui est une région donc, du centre de l'Italie. Et cette petite cité, en l'espace de quelques siècles, comme vous pouvez le découvrir sur cette carte, eh bien, elle va soumettre ses plus proches voisins, puis la péninsule italienne et enfin tout le bassin méditerranéen et encore bien au-delà. Alors de l'Écosse jusqu'au Nil et des portes du Sahara, vous le voyez, jusqu'au Danube, l'Empire romain a laissé trace de sa présence à travers sa culture, à travers son architecture, son administration, ses religions et son droit. Alors dans cette conférence d'introduction à une période un petit peu complexe de l'histoire romaine, je vous propose que nous rejoignions la mission que s'était donnée Tite-Live. Tite-Live, qui est l'un des plus célèbres historiens romains, qui est justement contemporain des dernières guerres civiles de l'époque républicaine, même si malheureusement nous avons perdu son récit pour cette période-là. Et Tite-Live nous a légué donc un ouvrage monumental qui visait à raconter toute l'histoire de Rome depuis sa fondation légendaire par Romulus en 753 avant Jésus-Christ jusqu'à son époque. Voilà, alors nous avons perdu une bonne partie des 2 derniers siècles de la République, mais malgré tout, voyez la mission qu'il se donne, quoi qu'il en soit, j'aurais du moins le plaisir d'avoir aidé, pour ma part, à perpétuer la mémoire des grandes choses accomplies par le premier peuple de la Terre. Voilà, rien de moins comme mission pour ce soir. Et en effet, raconter la Rome antique, et plus particulièrement la période républicaine qui vit naître, vivre et mourir de grands personnages comme les frères Gracques, comme Marius, comme Sylla, César, Pompée ou Cicéron, eh bien, raconter cette période a toujours quelque chose de solennel, de romanesque et de fascinant à la fois, alors même que rien de ce que nous allons évoquer n'est fiction. Alors, scientifiques ou amateurs s'interrogent toujours en ces termes, par ailleurs. Qu'avait donc de si particulier cette période historique pour concentrer en un laps de temps si court, en tout cas rapporté à notre histoire, eh bien une telle densité d'événements et d'individus consacrés par la postérité. Alors la République romaine est une grande pourvoyeuse de figures historiques fameuses. C'est un régime politique souvent fantasmé, mais elle est à l'origine de nombreuses productions artistiques, modernes ou contemporaines. J'en ai glissé ici 2 à travers cette toile célèbre qui nous donne à voir une version de la mort de César. Et je pense également à des productions plus récentes dans la culture populaire, comme la série télévisée Rome, qui était sortie au début des années 2000 et que je vous recommande vivement, qui est en 2 saisons. Alors la première saison est peut-être meilleure que la seconde, mais c'était la première fois que qu'on nous donnait à voir à l'écran une Rome, vous l'avez sous les yeux, une Rome sale, une Rome grouillante, une Rome populeuse, bruyante. C'est cette Rome-là qu'il va falloir imaginer comme décor de notre conférence aujourd'hui. Une Rome qui, à l'époque que l'on va évoquer, compte plusieurs centaines de milliers d'habitants, une Rome saturée, saturée de bruit, de population, d'odeurs. C'est cette Rome-là qu'il faut donc imaginer. Voilà. Alors, au fondement
notre histoire institutionnelle, la Rome républicaine est une période d'expansion sans précédent pour la cité désormais qualifiée d'éternelle. Bientôt, Rome rencontre la Grèce, Rome rencontre le luxe, Rome rencontre la philosophie. C'est l'histoire de cette période. Elle quadrille les territoires de son administration, elle répand partout les marqueurs de la romanité. Elle se met à raconter sa propre histoire, elle crée ses propres repères littéraires et linguistiques, ce que l'on appelle les lettres latines. Et si vous voulez creuser un peu ce sujet, je vous renvoie à une publication très récente qui est sortie là au mois de janvier 2023, une monumentale histoire littéraire de Rome par Florence Dupont, qui est une éminente philologue et qui est la fille du grand romaniste Pierre Grimal, donc elle est allée à bonne école. Et vous allez le voir, c'est un personnage qui rue un peu dans les brancards, qui a à cœur de déconstruire un certain nombre d'idées reçues et qui nous a livré cette belle histoire de Rome, où elle évoque justement la manière dont Rome crée finalement ses propres repères littéraires, comment elle module tout cela avec son héritage grec et comment elle intègre cet apport à son identité. Voilà, donc Rome, à cette époque, se cherche, se trouve, elle façonne ses héros. Alors, née en 509 avant Jésus-Christ d'une révolution aristocratique qui a balayé la royauté, le régime républicain est en fait une combinaison oligarchique, plutocratique, alors voilà deux grands mots, une combinaison oligarchique, c'est-à-dire que le pouvoir est détenu par un petit nombre de personnes, hein, c'est ce que signifie l'adjectif oligarchique, et plutocratique, c'est-à-dire que le critère majeur de sélection de ces dirigeants, eh bien, c'est l'argent. Voilà. Donc Rome, on va le voir, n'est pas une république au sens moderne du terme, c'est plutôt un régime mixte, oligarchique, plutocratique, original, mais un régime dont les guerres civiles qui déchirent Rome, que l'on va découvrir ensemble, Rome et ses provinces, durant le dernier siècle avant notre ère, eh bien, auront raison. Cette conférence propose donc de revenir sur une des périodes les plus célèbres de la Rome antique, mais également les plus heurtées, les plus violentes de l'époque des Gracques, deux frères terribles issus de la plus haute aristocratie romaine et qui changèrent à jamais les pratiques politiques de leur temps, jusqu'à ce fondateur mythifié du régime du Principat, un régime qui est né des cendres de cette république expirante, et j'ai nommé Auguste. Donc nous irons des Gracques à Auguste. C'est donc un peu plus d'un siècle que nous allons explorer, un peu plus d'un siècle qui marqua à jamais l'histoire et que l'archéologie, les sources littéraires comme épigraphiques ou numismatiques, c'est-à-dire les sources relatives aux inscriptions réalisées sur des supports durs, hein, la pierre, le bronze, etc. pour l'épigraphie, et la numismatique, c'est la science des monnaies, eh bien, toutes ces différentes disciplines viendront illustrer donc notre étude de cette période. Alors, revenons en premier lieu sur quelques fondamentaux. La Rome antique a vu en effet se succéder plusieurs régimes politiques, quand bien même on parle toujours d'empire romain. Voilà, on parle d'empire romain sous la République, on parle d'empire romain sous le régime impérial à proprement parler. C'est un terme qui est un terme générique, qui désigne davantage l'empreinte spatiale de cette civilisation et ses marqueurs, ceux de la romanité, hein, c'est-à-dire ce qui apparaît comme romain. C'est donc un terme voilà, qui désigne plutôt cette empreinte spatiale davantage qu'un régime politique spécifique. Alors, dans ces temps les plus anciens, vous le voyez à gauche de cette diapositive, Rome a d'abord été une royauté. Rome a eu des rois. Selon la légende, elle fut fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus, qui fut donc le premier roi de Rome. Alors, vous avez sous les yeux
le symbole jusqu'à aujourd'hui encore hein, de la ville de Rome, la fameuse Louve capitoline, dont on a cru longtemps qu'elle était d'époque étrusque, c'est-à-dire très ancienne, et qui, d'après les toutes dernières datations, finalement serait datée du Moyen Âge, 11e, 12e siècle, et les deux petits jumeaux que vous apercevez en train de téter, Romulus et Rémus, ont été placés au début de la Renaissance. Voilà, et c'est une louve qui est conservée au musée capitolin à Rome. Et donc, elle illustre cette fondation légendaire de Rome par Romulus. Alors, cette date de 753 avant Jésus-Christ n'est probablement pas le début de l'histoire de Rome, comme en témoignent des traces archéologiques d'occupation du site de Rome un peu plus anciennes. Mais en tout cas, c'est à plus ou moins cette date que les auteurs grecs et romains ultérieurs décident de faire apparaître Rome comme une cité, disons en tant que cité, dans l'histoire commune. Voilà, donc 753, ça n'est pas, disons, la naissance ex nihilo d'une implantation humaine sur le site de Rome, mais c'est l'apparition, en tout cas dans la mémoire collective, de Rome en tant que cité. 6 autres rois vont succéder à Romulus, vous en avez ici une petite liste, si bien que l'on parvient, vous le comprenez assez vite, à un chiffre idéal de 7 rois, plus ou moins légendaires. À cette époque, Rome n'est pas grand-chose, hein, un petit village, elle va devenir petit à petit un gros bourg. On n'est pas du tout encore à l'époque d'une extension, disons, importante de la cité, mais à cette époque, Rome profite de sa situation géographique. Rome est placée au confluent des cultures étrusques et grecques, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette carte. En vert, ce sont les Étrusques, les proches voisins de Rome au nord, et au sud, ce sont les Grecs hein, qui ont colonisé la région depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ à peu près. Donc Rome est au confluent de ces deux influences et elle se trouve sur la route du sel, ce qui est évidemment notable. Elle s'est établie, cette cité, sur l'un des seuls points de passage sur le Tibre, qui est le fleuve qui la traverse. C'est une position, vous le comprenez, économiquement avantageuse. L'économie de la région est alors largement pastorale et agricole, et Rome cherche à s'étendre pour gagner des terres fertiles dans les plaines alluvionnaires qui la séparent de la mer. À cette époque, les institutions de Rome sont simples. Vous l'apercevez sur ce schéma rapide. Un roi qui concentre l'exécutif, un conseil des anciens, un premier sénat, si vous voulez, qu'on appelle le conseil des patresses, le conseil des pairs, un conseil qui existe, en tout cas d'après ce que les sources nous rapportent depuis la fondation de Rome, et qui serait formé des descendants des 100 premiers compagnons de Romulus, surnommés donc les pairs. P-E accent grave R-E-S. Les héritiers de ces 100 compagnons sont donc appelés les patriciens. Et ces patriciens constituent la crème de la noblesse romaine, une noblesse fière de ses valeurs et consciente de son rang. On va assez vite le découvrir. Et ce sont ces patriciens qui mènent la vie publique à Rome, au détriment du peuple, de la plèbe, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas patriciens. On peut être plébéien et riche, ça n'est pas la question, mais ça ne fait pas de vous un patricien, toujours pas. Donc, ces patriciens mènent la vie publique à Rome au détriment des plébéiens, très désavantagés, mais dont la quête de droit et de liberté civique sera la grande œuvre des premiers moments du régime républicain. Alors, les clivages sociaux, pourrait-on dire aujourd'hui, incarnés par l'opposition frontale entre patriciens et plébéiens, marquent en effet nettement les premiers siècles de l'histoire de Rome. Dans ce contexte, le dernier roi de Rome, qui s'appelle Tarquin le Superbe, alors non pas parce qu'il était très beau, mais parce qu'il était très orgueilleux, en tout cas c'est ainsi que les sources le présentent. Superbus en latin signifie orgueilleux.
Tarquin le Superbe, qui était d'origine étrusque, Tarquin est détrôné en 509 avant Jésus-Christ par une révolution aristocratique, l'élite de la cité ne supportant plus son autoritarisme. Vous avez ici sur cette enluminure d'un manuscrit du XVe siècle qui illustre justement un manuscrit de Tite-Live, qui orne un manuscrit de Tite-Live. Eh bien, vous avez cet épisode de l'exil de Tarquin le Superbe, et à l'arrière-plan, on aperçoit donc les premiers consuls républicains qui vont remplacer à la tête de l'exécutif le roi, hein, au moment du passage au régime républicain. Et donc, il regarde partir Tarquin, qui est chassé de Rome. Et les Romains tirent de cette situation une détestation profonde et durable pour la tyrannie, hein, dans son sens le plus négatif. Le mot rex, en latin, le roi, devient synonyme dans la mémoire commune d'autocrate. Les Romains n'auront plus jamais de roi. Ils auront, on le verra, des empereurs qui y ressemblent très fort, mais jamais ils ne seront appelés rex. Alors Rome, à cette époque, hein, à la naissance du régime républicain, Rome n'est qu'une petite cité italienne parmi d'autres, dont la domination ne s'étend guère à plus d'une vingtaine de kilomètres à la ronde. 509 est une date importante de l'histoire de Rome parce qu'elle marque une transition graduelle, hein, ça ne se fait pas en une seule fois, on ne se couche pas un soir dans un régime royal pour se réveiller le lendemain sous une république, mais c'est une transition vers un régime politique original qui est donc la République. Alors, un régime qui n'a de république que le nom, parce que les anciens Romains qui l'ont connu ne vivaient en fait pas dans ce que nous appelons, dans ce que nous modernes, nous appelons une république. Ce terme de république a été forgé au XVe siècle par des érudits italiens sur le latin res publica, en deux mots, la res publica, alors qui est une abstraction qui désigne, ça n'est pas encore très bien défini, même encore aujourd'hui, hein, par la communauté scientifique. Vous avez un très bel ouvrage de Claudia Moatti qui évoque ces questions de la res publica, mais voilà, elle évoque plusieurs pistes, mais on ne sait pas encore très bien ce que signifie ce terme. En tout cas, c'est une abstraction qui évoque quelque chose comme le fonctionnement institutionnel de la cité. Voilà, ce terme res publica désignerait le fonctionnement institutionnel de la cité, la chose publique, hein, c'est souvent la traduction que l'on entend, bref, l'État, voilà, c'est ça la res publica. Et donc, la res publica connaît une continuité entre les différents régimes politiques de Rome. Il y a res publica sous la royauté, il y a res publica sous la République, avec des guillemets, et res publica sous l'Empire. Voilà, c'est l'État, l'abstraction de l'État. Alors, cette République romaine, si elle n'est pas une république au sens où nous l'entendons, elle est surtout un régime, je l'ai dit, oligarchique, plutocratique, mais qui pose des principes institutionnels forts, comme la collaboration entre un conseil aristocratique conservateur, qui est le Sénat, collaboration donc entre le Sénat, entre également des magistrats qui gèrent la cité au quotidien, qui sont élus annuellement et collégialement. Il n'y a pas de magistrat unique à Rome, sauf le dictateur, mais c'est une exception. Vous avez un petit bilan là sur cette diapositive. L'idée est évidemment toujours de limiter le pouvoir d'un individu par celui de ses collègues. Il y a donc des collèges de magistrature, hein, le pouvoir n'est jamais exercé par un seul individu. Donc ces magistrats, hein, représentent le pouvoir exécutif, en tout cas à la tête de cette hiérarchie des magistrats, on trouve les consuls, qui est une magistrature très courue à Rome, d'autant qu'il n'y en a que 2 par an, donc ça crée une concurrence terrible. Et puis collaboration donc entre le Sénat, les magistrats et le peuple qui vote, réuni dans des assemblées que l'on appelle les comices. Voilà, il vote les lois, il élit ses magistrats.
Voilà un petit peu hein, les grandes lignes de ce régime républicain. Alors ces institutions républicaines, je l'ai dit, ne se mettent pas toutes en place du jour au lendemain, hein, en 509, mais graduellement. Elles n'ont certainement jamais fonctionné de la manière aussi idéale que la décrivent les manuels et les ouvrages généraux sur la question. Et ces magistratures, notamment, ces institutions républicaines, seront englouties par les guerres civiles qui conduisent à l'émergence de l'Empire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. La date retenue, je vous le rappelle sur cette diapositive, étant 27 avant Jésus-Christ. Hein, c'est la date que les conventions retiennent comme celle de la naissance du régime impérial. Donc entre 509 avant Jésus-Christ et 27 avant Jésus-Christ, Rome, cette Rome républicaine, elle s'étend. Elle entre en contact avec la civilisation grecque et les royaumes hellénistiques issus des conquêtes d'Alexandre le Grand en Orient. Ces mondes, hein, ces royaumes hellénistiques, ces royaumes orientaux de culture grecque, ces mondes où les souverains, des autocrates, justement, règnent sans partage, vivent dans le luxe et sont assimilés à des dieux. C'est le cas dans l'Égypte lagide, par exemple. Eh bien, ces royaumes hellénistiques, à travers ces différents éléments, vont influencer la culture politique romaine. Cette culture politique romaine qui sera de plus en plus séduite par les perspectives qu'ouvre la personnalisation croissante du pouvoir, la mise en avant d'hommes forts, on va le voir, qu'on appelle les imperatores, un terme qui désigne en latin les généraux en chef victorieux, les imperatores. C'est ce terme qui donnera notre mot empereur en français moderne. Ces imperatores, on va en découvrir quelques exemples. Ils sont issus des grandes familles romaines pour la plupart. Ils sont obsédés par leur survie politique et donc la carrière et le pouvoir. Ils élaborent et ils perpétuent de fait des pratiques très concurrentielles, poussées par un système politique où les meilleures magistratures, comme le consulat, qui assure votre visibilité, votre puissance, et également la subsistance financière, parce qu'il faut quand même en parler de tous vos obligés, eh bien, ces meilleures magistratures, comme le consulat, sont en fait très peu nombreuses. Je l'ai dit, le consulat, au sommet de la carrière politique, eh bien, il n'y a que 2 consuls. C'est donc à qui se taillera la part du lion dans ces conquêtes qui s'accélèrent entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Je vous replace ici la petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est donc à qui se taillera la part du lion dans ce contexte pour s'enrichir, hein, pour gagner des appuis, pour gagner un réseau, pour se faire élire à Rome aux plus hautes magistratures. C'est à ça que servent l'argent et les amis, et pour atteindre donc les plus hautes marches du pouvoir. Alors, poussé à son point d'incandescence, ce système signera sur le plan politique la mort de ce qu'on appelle donc la République romaine, parce qu'en fait, on s'achemine de plus en plus vers la figure de l'homme providentiel, à qui on remet les clés de l'État et toutes ses espérances, au détriment de la régularité institutionnelle. Et à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains finissent par cultiver une certaine hypocrisie sur le plan politique, en se défiant toujours de la figure du monarque, qui reste détesté, mais en plébiscitant des individus qui adoptent des comportements monarchiques, comme César, comme Auguste, qui concentrent entre leurs seules mains des pouvoirs jadis répartis entre plusieurs magistrats dans le respect de l'antique collégialité. Donc à la fin du 1er siècle de notre ère, on est dans cette contradiction et les Romains du temps sont alors mûrs pour la configuration impériale. À la mort d'Auguste, qui est l'héritier politique et testamentaire de César,
en 14 de notre ère, hein, Auguste meurt en 14 de notre ère, eh bien, c'est toute la Méditerranée, vous pouvez l'observer sur cette carte, qui est soumise à l'autorité de Rome. Auguste avait rétabli l'ordre et la paix après cette période de guerre civile qui avait marqué Rome, on va le découvrir, des frères Gracques jusqu'à César. Et sous prétexte de rétablir la République et le fonctionnement régulier de ses magistratures après cette période de troubles, eh bien Auguste en fait n'en finit plus d'accumuler les pouvoirs et les honneurs, si bien que rien à Rome ne se fait sans son aval et sans son empreinte. On le découvrira si vous souhaitez suivre le cycle de conférences que je propose. Vous pourrez découvrir cette figure d'Auguste qui sera, je crois, la dernière conférence du cycle. En tout cas, avec Auguste, c'est un régime hybride qui apparaît entre une république moribonde qui regarde ses magistratures vidées de leur substance et les prémices de l'Empire. Auguste est ainsi considéré comme le premier empereur de Rome, au contraire de César. César n'a jamais été empereur, même si probablement il avait tout pour le devenir. Mais le temps lui a manqué, hein, de fait. En tout cas, selon les conventions de 27 avant Jésus-Christ, qui est donc cette date qui sanctionne le début du règne personnel d'Auguste, jusqu'en 476 de notre ère, eh bien, cette date de 476, vous le voyez ici, je le rappelle, qui évoque la disparition progressive de l'Empire romain d'Occident, eh bien, entre ces deux dates-là, c'est donc la Rome impériale. Voilà. Mais pour nous, c'est une autre histoire. Alors, ne soyons pour l'heure pas si pressés d'en finir avec Rome et tâchons de comprendre ce qui a précipité la fin du régime républicain. Une curiosité institutionnelle toute romaine, dont Cicéron, le célèbre orateur que vous pourrez également découvrir lors de ce cycle de conférences, Cicéron vantait justement les vertus de l'équilibre de ce régime particulier de la République romaine dans l'un de ses traités de philosophie politique qui s'intitule le De Republica en latin. Vous avez ce petit texte-là qui évoque justement le caractère équilibré et vertueux du régime républicain. Alors Cicéron, on le verra dans cette conférence qui lui sera dédiée, Cicéron appartient à cette génération d'hommes politiques et plus généralement de Romains, profondément marqués par les violences qui secouent leur époque, le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ces auteurs, comme Cicéron ou ces penseurs, en viennent à idéaliser, en fait, en vivant ce contexte troublé du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils en viennent à idéaliser le siècle précédent, c'est-à-dire le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui, selon eux, aurait été une sorte de belle époque, comme on sait les qualifier rétrospectivement. Le 2e siècle serait l'époque d'une belle république romaine, porteuse de conquérants vertueux comme Scipion l'Africain, ou d'hommes politiques droits et inflexibles comme Caton l'Ancien, qui tous trouvaient finalement à exprimer leur idée du bien commun à travers des institutions solides qui fonctionnaient parfaitement. Bon, tout cela est une version, une vision en tout cas idéalisée, et elle contraste évidemment avec l'époque que ces personnages comme Cicéron, César ou Pompée vivent. Et ce pauvre Cicéron, on va le découvrir, mais s'exprime à l'ombre du duel au soleil entre un César et un Pompée. Alors, de l'avis général de la communauté scientifique, dès le dernier tiers du 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la vie politique romaine atteint un degré de violence inédit, largement imputé à l'épisode des Gracques, dont on va parler désormais. Donc, je vous propose ici une petite fiche qui bilante, comme on dit, ces grands soubresauts de la fin de la République romaine.
ainsi qu'une lecture qui pourra compléter justement cet épisode des Gracques. Alors, Cicéron, justement, on en a parlé il y a quelques secondes, voit dans ce premier épisode de guerre civile, celui des Gracques, un point de bascule entre cette belle république qu'il mythifie et son siècle. C'est comme s'il y avait eu un avant et un après, et d'autres auteurs, hein, pas seulement Cicéron, mais nous avons également un grec qui vit dans l'Empire romain, Appien, dans ses guerres civiles, relève cela également à l'époque impériale, donc beaucoup plus tard. Et donc nous avons un certain nombre d'auteurs qui nous disent, voilà, l'épisode des Gracques, c'est une bascule dans les guerres civiles. Alors, à cette époque, dans les années 150 avant Jésus-Christ environ, la République est confrontée à une crise sans précédent, aux multiples facteurs, et qui sera la fossoyeuse de ce régime original. Les conquêtes incessantes de Rome et l'extension croissante de l'Empire ont des conséquences graves sur le tissu social de ce vaste ensemble, qu'on commence donc à appeler l'Empire romain. Les conquêtes sont de plus en plus lointaines, et elles engendrent des avantages, mais également des contraintes. Les richesses affluent, ce sont les avantages, produits agricoles, métaux précieux, esclaves, mais la République ploie quelque part sous le poids de ces victoires qui entraînent des levées d'armées importantes pour alimenter évidemment ces conquêtes, des levées d'armées surtout quasi permanentes, et un lien de plus en plus personnel entre les soldats et leurs généraux en quête de la gloire et du surcroît de fortune qui feront d'eux les premiers à Rome. Donc l'état de guerre à ce moment-là est quasi chronique. Les campagnes militaires se déroulent donc dans des territoires de plus en plus éloignés de Rome. Le soldat romain ne rentre quasiment plus chez lui entre deux campagnes militaires. Et puis ce soldat romain prend goût aussi au butin. L'armée se professionnalise dans ce contexte et de nombreuses terres restent en friche ou sont vendues à de gros propriétaires. Donc on a un phénomène de concentration de la terre dans les mains des plus riches. Et la petite propriété libre est progressivement démantelée. Alors partout, on voit d'immenses domaines se constituer, d'immenses domaines agricoles se constituer, qui sont mis en culture par des esclaves, qui n'ont donc qui ne manifestent, si vous voulez, aucun intéressement particulier à la chose. Ces esclaves sont surveillés par des intendants pas toujours très motivés non plus. Tout cela pour le compte de grands aristocrates qui sont souvent absents, puisqu'ils sont à Rome ou dans leur grande résidence d'agrément. Donc c'est la naissance de ce que certains ont voulu voir, certains chercheurs ont voulu voir, vous le voyez avec ce petit schéma, alors qui est un peu ancien mais qui est toujours efficace. Certains chercheurs ont voulu voir dans ce phénomène une espèce de premier capitalisme financier qui aurait aliéné l'indépendance politique de la classe moyenne en multipliant cette main-d'œuvre servile qui tend à remplacer les petits paysans libres dans les champs. Voilà, alors c'est une interprétation, mais en tout cas, on observe que cette classe moyenne, qui est le socle social de la vieille Rome, eh bien, cette classe moyenne s'amenuise et elle laisse face à face le peuple, la plèbe urbaine de Rome, et les grands aristocrates, cette plèbe urbaine qui est également nourrie par un phénomène d'exode urbain. Donc un face-à-face assez rugueux finalement entre la plèbe urbaine et les grands aristocrates, alors même que la paix sociale à Rome était en partie basée sur cette classe de petits propriétaires, le citoyen soldat qui était le socle de l'armée. Donc au cœur de la crise, c'est déjà un problème agraire qui s'annonce, et à partir des années 140 avant Jésus-Christ, le climat politique se dégrade nettement par répercussion.
La classe politique est consciente du problème. Dans les années 150, 130 avant Jésus-Christ, certains sénateurs, certains membres du Sénat, qui sont pourtant les premiers à bénéficier de cette concentration inédite de la terre, eh bien, certains sénateurs prennent conscience que les élites marchent en quelque sorte sur un volcan social. Les difficultés que j'ai pu décrire ont également des répercussions sur le recrutement militaire. Et finalement, c'est toute la logique même de la conquête et de ses profits qui est menacée, ce qui permet aussi évidemment de nuancer le caractère désintéressé et altruiste des réformes qui sont alors proposées, puisque vous allez voir qu'il s'agit finalement de sauver l'élan des conquêtes et puis l'enrichissement aussi que l'on peut en tirer. Alors, effectivement, l'ère du temps est à la nécessité de réformes et un groupe de nobles issus de familles prestigieuses et auréolés de succès, notamment militaires, eh bien, ces personnages sont de plus en plus convaincus de la nécessité de réformer. Parmi eux, les Gracques, que vous apercevez ici sur ce très beau double buste que l'on peut admirer au musée d'Orsay, qui est donc une production moderne du 19e siècle, puisque cette figure des Gracques, elle a été réemployée dans de nombreux, disons, au cours de nombreux épisodes historiques, et notamment au 19e siècle, au 20e siècle, dans les mouvements, disons, socialistes, etc. Cette figure des Gracques a été largement mise en avant. Donc ces Gracques, ce sont deux frères que l'on voit donc sur ce buste, alors évidemment dans une version idéalisée, parce que là on a deux très beaux gosses quand même, mais voilà, on ne connaît pas l'apparence précise des Gracques, mais en tout cas ce sont deux frères, issus de la plus haute aristocratie, et qui vont se faire élire tribuns de la plèbe. C'est une charge élective à Rome de représentants des intérêts de la plèbe, c'est-à-dire d'une large partie du peuple, tous ceux qui ne sont pas patriciens. Et donc, ces Gracques, en étant élus tribuns de la plèbe, qui est une charge puissante à Rome, ils vont proposer des réformes, notamment des réformes agraires, qui ont pour objectif de casser ce schéma des grands domaines latifundiaires, des grands domaines agricoles, pour redistribuer la terre, notamment aux petits propriétaires. Alors attention, pas d'anachronisme sur les Gracques, n'en faisons pas des communistes ou des révolutionnaires soucieux du bien-être du peuple. Leurs réformes exhalent aussi une vision terrienne et conservatrice d'une Rome d'antan, le fameux « c'était mieux avant », peut-être une Rome qui ne cadrait déjà plus avec leur temps. Ces Gracques, donc de leur petit nom Tiberius, l'aîné, et Caius, le cadet, Tiberius et Caius Sempronius Gracchus, ils interviennent successivement entre 130 et 121 avant notre ère, notamment à travers une loi proposée par l'aîné Tiberius en 133, qui est la Lex Rogatio Sempronia, voilà pour les termes savants. Cette Lex Sempronia, elle provoque une levée de bouclier chez de nombreux sénateurs. C'est donc une loi qui propose, entre autres, une redistribution de la terre. Et on a voulu voir cette loi comme bien plus subversive qu'elle ne l'était en réalité, puisqu'elle souhaitait simplement ramener ces paysans à la terre en valorisant une possession de la terre affichée, en tout cas, comme plus juste au niveau de la propriété terrienne. Alors les frères Gracques, je vous spoil tout de suite la fin, seront assassinés dans ce qu'il faut bien qualifier de premier épisode d'une guerre civile, puisque le camp conservateur va réagir de manière épidermique aux mesures prises par les Gracques en réglant ses comptes, notamment avec Tiberius et un peu plus tard Caius, dans la rue, par l'affrontement direct entre les Gracques et leurs partisans, et donc leurs opposants.
Alors, il est vrai que Tiberius n'a pas aidé, en tout cas ne s'est pas aidé lui-même, puisque visiblement il était dans la dernière partie de son mandat, dans une dérive autoritaire manifeste, et il cristallisait par là de plus en plus la haine de ses opposants. Et donc, il a été massacré en pleine rue lors d'une émeute, comme Rome en connaîtra tant d'autres. Pour la petite anecdote, il a pris un coup de pied de banc. Voilà, lors d'une émeute, en fait, on s'apprêtait à procéder à des élections auxquelles il se présentait. Et donc, les émeutiers ont saisi absolument tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Et notamment, ils ont démantelé des bancs, des chaises, des barrières. Et donc, il a pris un coup de banc. Il est mort sur place, comme 300 citoyens romains. Hein, quand je vous dis qu'il y a une petite émeute à Rome, on n'y va pas avec le dos de la cuillère non plus. Hein, donc c'est 300 personnes liquidées dans la rue, imaginez quand même, hein, en place publique, sur le champ de Mars à Rome, plusieurs centaines de morts, dont les corps seront jetés le soir même dans le Tibre, le fleuve qui passe à Rome. Alors ça, c'est très courant, hein, en général, lors d'un épisode de guerre civile, on balance tout cela dans le Tibre, voilà, direction la mer. Son frère Caius devait reprendre le flambeau un peu plus tard, mais il n'a pas été plus chanceux. Le vent avait tourné à l'endroit des Gracques et Caius, lui, fut piteusement traqué dans tout Rome. Hein, c'est une vraie chasse à l'homme, cette fin de Caius Gracchus. Et il est assassiné cette fois en même temps que plusieurs milliers de ses partisans. Hein, on parle d'environ 3000 citoyens romains assassinés à ce moment-là. Les chiffres étant évidemment fournis par les sources anciennes et à prendre avec toutes les précautions nécessaires, mais enfin, ça nous donne une idée un petit peu du climat. Et donc, concernant Caius, les cendres des victimes, alors cette fois on a pris le temps de les brûler, les cendres des victimes furent jetées également dans le Tibre. Les biens de Caius et de ses partisans furent mis à l'encan. La maison de Caius fut saccagée, le terrain vendu et la dot de sa femme, ça va loin, la dot de sa femme fut saisie. Et après cela, le Sénat fit élever au Forum un temple à la Concorde. Voilà. Alors c'est une définition un petit peu particulière de la Concorde, mais enfin, les guerres civiles venaient de commencer à Rome avec cet épisode. La cité était alors plus divisée que jamais et l'heure était désormais au règlement de compte et à l'épuration. On peut revenir sur la petite fiche que j'ai évoquée. Cet épisode des Gracques a impulsé de nouvelles pratiques politiques articulées autour d'un affrontement direct dans la rue entre partisans d'une tendance conservatrice, une tendance politique conservatrice, appuyée sur les intérêts du Sénat. Cette tendance, elle est représentée par des individus que l'on appelle en latin les optimates. Cela signifie en français les meilleurs. Alors vous vous doutez bien que c'est un terme qu'ils se sont donné à eux-mêmes, hein, ils se sont autoproclamés les meilleurs. Et puis face à eux, nous avons les partisans d'une tendance populaire, voire franchement populiste, qu'on appelle sans surprise les populares, les populaires. Donc cette division politique entre optimates et populares, elle sera visible jusqu'à la génération qui suit celle des Gracques, celle de Marius et de Sylla, dont vous avez l'orthographe sur cette petite fiche. Et elle sera visible encore plus loin jusqu'à la fin de la République. Donc de 121 jusqu'à 78 avant Jésus-Christ à peu près, alors les dates sont toujours des conventions, mais voilà, on pose quand même quelques repères, on assiste à des règlements de compte entre ces deux tendances politiques de plus en plus affirmées et à une réaction des conservateurs de cette tendance oligarchique qui reprenait du poil de la bête après l'offensive des Gracques. Et c'est une génération nouvelle qui apparaît à ce moment-là, celle de Marius, chez les populares, chez les populaires, et celle de Sylla, du côté des conservateurs, deux personnages qui vont s'affronter à mort pour le pouvoir sur fond de monopole du commandement dans les conquêtes. Alors Marius
Parlons-en un petit peu. Le voici. Marius est ce qu'on appelle, vous avez l'orthographe qui s'affiche, un homo novus en latin, c'est-à-dire un homme nouveau. C'est un homme nouveau. C'est-à-dire que c'est le premier de sa famille à faire carrière politique à Rome, en tout cas à ce niveau-là. Voilà. On dirait aujourd'hui, si vous voulez, pour prendre une comparaison anachronique qui vaut ce qu'elle vaut, mais on dirait aujourd'hui qu'il se présente comme le candidat anti-système. Vous voyez, Marius, c'est l'anti-système face à l'oligarchie traditionnelle. Alors, je ne l'ai pas reproduit là pour ne pas alourdir la présentation, mais nous avons un texte d'un partisan de Jules César, donc écrit un peu plus tard, qui s'appelle Salluste, qui reproduit un discours politique de Marius et qui n'a rien à envier à tout un tas de discours politiques voilà, d'hommes politiques actuels, puisque Marius se présente avec ses propres valeurs face à l'oligarchie aristocratique traditionnelle de Rome. Il nous dit, bah voilà, moi, je n'ai pas reçu cette éducation aristocratique, moi, mon éducation, c'est la guerre. En gros, voilà, le discours, c'est moi, je viens du peuple, j'ai pas fait l'ENA, hein, vous voyez, c'est ce style-là. Donc ça, c'est Marius. À Rome, hein, cependant, il faut quand même relativiser un petit peu ce parcours de Marius, puisque à Rome, des homo novus, enfin plus exactement des hommes nouveaux, hein, au pluriel, on en compte à peu près une demi-douzaine sur les 2 derniers siècles de la République. C'est pour vous dire quand même le poids des grandes familles dans la captation hein, des magistratures. Donc, par ailleurs, un homo novus comme Marius, pour faire carrière, a besoin d'argent, d'appui, d'amis, de réseau. Hein. Sans tout cela, à Rome, on n'est rien. Et donc, au début de sa carrière, hein, comme tout le monde, Marius est protégé par des puissants qui lui mettront le pied à l'étrier. C'est la famille des Métellines notamment, et il ne manquera pas de les trahir plus tard dans sa carrière pour eh bien, s'émanciper de cette tutelle. Marius est un brillant général, ça on ne peut pas lui retirer ça, et il a su tisser un lien personnel avec ses troupes. Et il ouvre d'ailleurs le recrutement militaire aux plus démunis de la société de son temps, c'est-à-dire des gens qui n'ont finalement des aventuriers, des gens qui voilà, n'ont pas grand-chose à attendre de la vie ou de la société dans laquelle ils vivent et qui voient dans l'armée une promotion importante. Et donc, en ouvrant comme cela le recrutement militaire aux plus démunis de la société de son temps, il s'attache de nouveaux soutiens dans ces populations-là qui lui devront tout. Donc, il se constitue hein, sa propre clientèle également. Sylla, face à Marius, donc voilà l'ennemi, disons, de Marius, c'est Sylla. Sylla, lui, il est issu d'une vieille famille aristocratique un peu à bout de souffle. Hein. C'est une branche des Cornélii un peu en perte de puissance, mais malgré tout, il reçoit une éducation extrêmement soignée. C'est un personnage assez complexe, très cultivé, très particulier. Je vous invite vraiment à lire cette biographie de François Hénard, Sylla, qui reste une des références en la matière. Et donc, Sylla servira d'ailleurs sous les ordres de Marius en Afrique du Nord, et il va d'ailleurs le doubler lors de la capture du roi numide Jugurtha. Donc, évidemment, ça va faire grincer des dents Marius, mais enfin, bientôt, l'élève dépasse le maître, et l'un et l'autre veulent se tailler un morceau de gloire, et ils se portent victorieusement contre des périls extérieurs, qui leur donneront tout le crédit nécessaire pour s'imposer sur la scène politique. Marius va s'illustrer en Afrique du Nord, également dans la lutte contre des populations celtes qui déferlent dans le sud de la France actuelle et dans le nord de l'Italie, les Cimbres et les Teutons. Pour Sylla, ce sera l'Orient, enfin chacun trouve un créneau où s'illustrer. Ce sont... on est là surtout dans une période, si vous voulez, de guerre de clans, plus tellement dans une volonté de réforme. Alors les populares de Marius relancent quand même parfois quelques slogans de l'idéologie gracchienne.
Et les optimates, eux, opèrent un travail de démolition en règle des réformes des Gracques. Donc l'État et les institutions souffrent dans cette période. La vie institutionnelle est pleine d'irrégularités. Des personnages comme Marius cumulent les consulats, hein, et tout cela est appuyé par des affrontements physiques entre les deux camps dans la rue. Le climat est insurrectionnel. Marius comme Sylla en viennent à marcher sur Rome avec leurs armées respectives pour le pouvoir. Et ça, c'est inédit. C'est inédit. Pour la première fois, un général en armes utilise ses troupes à domicile, si je puis dire, comme moyen de pression pour plier les circonstances à sa volonté et pour s'imposer. Et à ce jeu, on doit bien le reconnaître, c'est Sylla le plus fort, et il remporte une première fois la mise en 88 avant Jésus-Christ. Il devient l'homme fort de Rome à la fin des années 80. Cette période des années 80 est une période de guerre civile intense entre les marianistes et les Sillaniens. On a des sénateurs qui sont dépecés dans la rue. Hein. Quand je vous dis qu'on atteint un niveau de violence crucial, c'est qu'on est à ce stade quand même. Hein. Donc c'est Sylla qui tire son épingle du jeu, qui devient l'homme fort de Rome à la fin des années 80 avant Jésus-Christ, et il se fait nommer par un truchement voilà, sur lequel je n'insiste pas, mais il se fait nommer dictateur. Alors attention avec ce terme de dictateur et avec la dictature dans l'Antiquité romaine, il s'agit d'une ancienne magistrature républicaine, tout à fait régulière, hein, ça fait partie, c'est prévu par le fonctionnement des institutions de Rome, mais c'est une magistrature à laquelle on recourt dans des contextes exceptionnels, de péril intérieur ou extérieur. On confie les clés de la boutique à un seul homme qui va se choisir un adjoint qu'on appelle le maître de cavalerie, mais ça n'est pas une suspension de l'état de droit. La dictature romaine, en tout cas dans sa première mouture, les autres magistratures continuent à fonctionner, mais elles sont subordonnées à l'autorité du dictateur. C'est une magistrature qui est limitée dans le temps. Cicéron notamment évoque une durée de 6 mois, et c'est la durée que l'on a retenue pour évoquer la dictature, parce que ça correspond à la durée d'une campagne militaire entre le printemps et l'automne. Mais il y a des dictatures qui durent beaucoup moins longtemps. Celle de Sylla a peut-être duré plus. En tout cas, le dictateur remet sa dictature lorsqu'il a achevé la tâche pour laquelle il a été nommé. Voilà, donc si ça prend 15 jours, eh bien vous êtes dictateur 15 jours. Il n'y a pas besoin de rester 6 mois. En tout cas, Sylla va donner, lui, une nouvelle coloration à cette dictature qu'on n'avait plus employée depuis longtemps, qu'on n'avait plus employée de mémoire depuis la deuxième guerre punique, c'est-à-dire la guerre contre Hannibal, qui avait quand même été une alerte assez vive hein, pour les Romains. Et donc, pendant plusieurs décennies, on n'emploie plus la dictature. Donc, Sylla la ressuscite, et il en fait une espèce de dictature constituante, une dictature destinée à réformer l'État et les magistratures dans une volonté de restauration de l'ascendant aristocratique sur la cité. Voilà, donc c'est un exemple assez original de dictature constituante et réformatrice. Et son œuvre achevée, en tout cas quand il estime avoir achevé son œuvre, il se retire en tirant toutes les conséquences, comme dirait Lionel Jospin, mais il se retire en 80 avant Jésus-Christ et il meurt vraisemblablement l'année suivante. Mais cette dictature de Sylla, c'est une étape importante, une première étape, en tout cas une nouvelle étape vers la construction d'un pouvoir personnel à Rome et vers son acceptation progressive par les Romains. Et la génération qui suit saura parachever cette œuvre. La génération qui suit, je vous remets ma petite fiche sous les yeux, eh bien, vous la connaissez, c'est celle que j'ai qualifiée de génération des héritiers. C'est celle de Pompée, un des généraux les plus brillants de sa génération, qui a été formé à l'école sillanienne. C'est celle de César, qui est le neveu par alliance de Marius. Donc vous voyez que cette génération des Pompées et des Césars, elle est liée intrinsèquement à celle des généraux Marius et Sylla.
César, donc, neveu par alliance de Marius, qui est un rescapé de la dictature de Sylla, hein, il a failli y passer, et qui est bien décidé, César, à se faire une place sur la scène politique de son temps. Et le rendez-vous ne sera pas manqué. Je ne dévoile pas tout lors de cette conférence. Je vous invite évidemment à suivre la conférence de mardi prochain sur César. Donc, Pompée, César, on peut y ajouter Cicéron, en tout cas 3 destinées hors du commun hein, qui se détachent durant cette période et qui, par étapes presque insensibles, effacent la République et gravent le profil de la monarchie dans les mentalités collectives. Vous les voyez ici, Pompée, donc le Sillanien que vous apercevez à gauche avec cette coiffure. Alors il a une coiffure assez particulière, Pompée, on le reconnaît assez facilement à cela. C'est la coiffure d'Alexandre le Grand, voilà, avec qui il partage son cognomen, c'est-à-dire son surnom, Pompée le Grand, Pompée Magnus, Alexandre le Grand. Voilà, il y a une volonté de faire converger ces deux destins. Et donc, Pompée a adopté ce qu'on appelle l'anastolé en grec, cette espèce de petite mèche là, un peu dans le style de Laurent de la Housse. Hein. Si vous regardez le JT de France 2 le week-end, on est un petit peu sur ce style-là. Voilà, Pompée. Au milieu de cette diapositive, vous avez César, le marianiste, sur ce buste retrouvé dans le Rhône il y a maintenant une quinzaine d'années et sur lequel on souhaite voir César. Ce n'est pas une question qui est encore tranchée, mais il semblerait bien que ce soit César. Et puis, dans une facture beaucoup plus classique, Cicéron, qui lui est un autre homme nouveau, comme Marius, c'est un homo novus, un bourgeois du Latium monté à la capitale, faire carrière, avec une motivation certaine. Hein, on le découvrira également. César s'appuie sur les intérêts populaires. Pompée sert plutôt les intérêts de l'oligarchie. Alors, peut-être avant tout ses intérêts à lui, hein, ce qui n'est pas incompatible, mais Pompée est quelqu'un qui roule beaucoup pour lui. Et tout cela plonge régulièrement Cicéron dans l'expectative, lui qui attend ce fameux rector rei publicae, ce guide de la République, ce rector, ce guide de la République, c'est-à-dire à travers cette définition de Cicéron, le rector rei publicae, c'est cette espèce d'homme providentiel et vertueux qui sauvera Rome de la nécrose dans le respect des lois des ancêtres et du fonctionnement régulier des magistratures de la République. D'ailleurs, Cicéron, qui a gravi tous les échelons de la carrière politique, est prêt à endosser ce rôle. Hein. Si jamais on lui demande, il est là. Il le manifeste lors de son consulat en 63 avant Jésus-Christ, année de sa consécration. Hein. Il ne va jamais se remettre de ce consulat. C'est une année durant laquelle il réprime violemment une conjuration qui a attenté aux intérêts de l'État, la conjuration de Catilina. Pompée, dans les années 60, lui, se saisit, notamment en 67 avant Jésus-Christ, d'un commandement exceptionnel en Orient qui lui assurera gloire, richesse, tous ces facteurs nécessaires à son ascension politique à Rome. Jamais Pompée, dans les années 60, 50 avant Jésus-Christ, n'est plus fortuné ni plus puissant. Et à cette époque-là, au début des années 60 avant Jésus-Christ, eh bien, César, lui, n'est encore rien ou presque. On le voit d'ailleurs, César, en 69 avant Jésus-Christ, se lamenter au pied d'une statue d'Alexandre le Grand à Cadix, en Espagne, Gadès à l'époque, où son début de carrière politique l'avait conduit. Il est questeur en Espagne. Et voilà, il se lamente au pied d'une statue d'Alexandre le Grand en disant que à l'âge qu'il a, lui, à ce moment-là, c'est-à-dire 31-32 ans, eh bien, le jeune Macédonien avait déjà conquis le monde alors que lui n'avait encore rien fait. Voilà. Donc César, à 32 ans, est un peu déprimé parce qu'il considère qu'il n'a encore rien fait. Bon, voilà, il a commencé sa carrière un petit peu plus tard, mais une carrière efficace. Hein. Il y en a comme ça, voilà, qui commencent des carrières assez tardives. Alors le Sénat craint la montée en puissance de ces hommes forts
qui, comme Pompée, hein, dans les années 60, accumule bientôt fortune, clientèle immense, hein, c'est-à-dire tout un réseau d'obligés, et des commandements militaires très étendus, hein. Le commandement que Pompée reçoit en premier lieu pour nettoyer la Méditerranée des pirates au Karcher, comme qui dirait, ou ce commandement qu'il reçoit en Orient quelque temps après, ce sont des commandements de nature exceptionnelle, qui justement euh, ne peuvent que faire croître cette personnalisation du pouvoir à Rome. Mais que peut faire le Sénat à ce moment-là? Ces imperatores apparaissent à la fois comme une menace pour la République, dont ils neutralisent le fonctionnement régulier par leurs pratiques clientélistes et, disons-le, mafieuses, hein, voilà. Mais ils apparaissent aussi comme un recours pour bien des Romains qui veulent retrouver un quotidien plus serein. Pompée, César et leur banquier officiel Crassus finissent par éviter un temps l'affrontement direct en s'unissant, ce qui leur permet de se neutraliser mutuellement. Ils s'unissent tous les trois, vous me voyez venir, dans une conjugaison politique neuve qui vient se superposer au fonctionnement régulier des institutions républicaines qu'elle parasite. Et cette conjugaison politique nouvelle, eh bien, c'est le triumvirat, l'alliance de trois hommes, César, Pompée, Crassus. Et le premier triumvirat eh bien, a lieu en 60 avant Jésus-Christ, il se constitue en 60 avant Jésus-Christ. Et c'est d'abord une alliance privée, en fait, de trois hommes qui vont lier leurs forces pour servir leurs intérêts. Crassus, donc. Crassus, lui, veut aussi un commandement militaire prestigieux en Orient. Il a décidé d'aller casser du Parthe en Orient. César, lui, brigue le consulat. Il veut le consulat pour l'année 59, le sommet de la carrière, qui le conduirait plus tard à gouverner une province de l'Empire. C'est ça l'intérêt aussi du consulat, c'est qu'après, on reçoit, normalement par tirage au sort, mais enfin, on peut truquer assez facilement le tirage au sort, surtout à cette époque-là. On reçoit une province à gouverner, et César voit dans cette opportunité la possibilité de faire de cette province qu'il recevrait à gouverner une base arrière pour des conquêtes inédites. Au hasard, en Gaule. Pourquoi pas en Gaule, hein? Pompée, lui, doit faire accepter au Sénat un certain nombre de lois regardant notamment l'octroi de terres pour ces vétérans démobilisés. Les vétérans représentent toujours une menace pour les généraux qu'ils ont servis, parce qu'une fois que ces hommes sont démobilisés, ils attendent récompense, hein, en sortie de carrière, ils attendent des terres pour s'établir et commencer une deuxième vie. En tout cas pour ceux qui arrivent à passer les 25 ans de service militaire dans la Légion. Et donc, si cet octroi de terre tarde un peu à venir, eh bien, ces gens un peu désœuvrés peuvent se sentir peut-être négligés par leur ancien général et pourquoi pas se porter contre lui. Donc, il est dans l'intérêt du général et donc de Pompée de doter très rapidement ses militaires en terre. Donc voilà, on a ces trois hommes-là, Crassus, Pompée, César, qui chacun ont des intérêts à faire valoir, mais ce triumvirat va se dissoudre de lui-même, si je puis dire, en 53 avant Jésus-Christ, en tout cas dans sa forme triangulaire, par la mort de Crassus sur le champ de bataille, aux confins de la Syrie et de la Turquie actuelle. Et donc ce triangle, qui était quand même assez inconfortable, vire au face-à-face, alors même que Pompée et César avaient doublé leur alliance politique par des liens familiaux. Effectivement, Pompée avait épousé Julia, la fille unique de César. César n'aura qu'un seul, en tout cas, enfant à Rome. On reparlera de Césarion et de Cléopâtre, mais il a une fille qui s'appelle Julia et qu'il a mariée à Pompée.
malgré la différence d'âge, hein, une trentaine d'années. C'est un mariage qui fonctionne bien. Il y a de l'affection visiblement entre ces deux individus, mais voilà, Julia va mourir en couche en 54 avant Jésus-Christ. Et César apprend cette nouvelle qui va vraiment lui déchirer le cœur lorsqu'il est en Gaule, hein, au moment de la guerre des Gaules. C'est avec cet épisode que commence la série Rome que j'ai évoquée tout à l'heure. Le premier épisode de la série Rome commence avec cette mort de Julia. Donc le dernier lien en fait entre César et Pompée est rompu. César ne rentre pas à Rome, il veut poursuivre ses conquêtes en Gaule. Hein, je vous projette ici cette carte des conquêtes de César, et vous apercevez les conquêtes en Gaule réalisées entre 58 et 51 avant Jésus-Christ en jaune. Il veut poursuivre la conquête, quoi qu'il en coûte, je dirais, donc il ne rentre pas. Son commandement, malgré tout, arrive à échéance. Il l'avait déjà renouvelé assez difficilement, mais enfin, ce commandement arrive à échéance. Et il ne sera pas renouvelé par le Sénat, qui est ramassé derrière Pompée, qui est l'ancien allié, l'ancien gendre, et qui bientôt déclare César ennemi public. Voilà. Le Sénat émet un document qu'on appelle un Senatus Consulte, qui fait de César l'ennemi public. Pompée veut se prémunir des ambitions de César. Hein. César ne cache pas ses ambitions puisque il s'imagine monter encore plus haut lorsqu'il rentrera à Rome fort de ses conquêtes gauloises. Et donc Pompée, qui pour le moment occupe l'espace politique à Rome, Pompée craint de voir César rentrer, et donc il se sert du Sénat comme bouclier. Donc César devient outlaw, comme on dirait en anglais, il est hors la loi, et il n'a plus le choix. Il est privé de tout mandat public, c'est-à-dire que s'il se présente à Rome, il sera attaqué par ses ennemis politiques, soit au tribunal, soit dans la rue. Ces mandats publics qui lui assuraient à Rome une protection contre ces attaques, eh bien, il n'en dispose plus et il ne peut pas rentrer à Rome comme un simple privé, c'est-à-dire en latin comme un simple privatus. C'est pas possible. Donc il n'a pas le choix. Alea iacta est, puisque c'est la phrase qu'il aurait prononcée selon la tradition à ce moment-là, il franchit avec ses armées le Rubicon, qui est ce petit cours d'eau en Italie du Nord, qui marque en fait la frontière entre l'Italie à proprement parler et la Gaule cisalpine, qui est l'Italie du Nord, hein, grosso modo la vallée du Pô. Et cette Gaule cisalpine était le territoire, la province que César avait reçue, une des provinces que César avait reçues à gouverner et sur laquelle il avait pris appui pour ses conquêtes en Gaule. Donc il franchit la frontière entre la Gaule cisalpine et l'Italie avec ses troupes en armes, ce qui est formellement interdit. Nous sommes en janvier 49 et cet épisode de César franchissant le Rubicon a été considérablement représenté dans l'histoire de l'art, et vous l'avez ici avec vous en avez un exemple ici avec cette aquarelle de la fin du XVIIIe siècle, hein, d'un peintre britannique, si ma mémoire est bonne, voilà, où l'allégorie de Rome apparaît à César en lui intimant de ne pas franchir le Rubicon et de ne pas précipiter Rome dans la guerre civile. Mais voilà, il marche sur Rome avec ses fidèles armées. 40 ans auparavant, lorsque Sylla avait introduit cette pratique, rappelez-vous, un seul de ses généraux l'avait suivi. C'était quelque chose de tout à fait inédit. En 49 avant Jésus-Christ, lorsque César décide de franchir le Rubicon et de marcher sur Rome avec ses troupes, un seul des généraux de César refuse de le suivre. Donc les choses se sont inversées. Vous voyez, les temps ont changé. Les temps ont changé. Face à César qui avance, donc Pompée n'est plus le grand Pompée. On ne va pas se mentir, Pompée n'est plus le grand Pompée, c'est un homme usé, vieillissant, dont le souvenir de la gloire passée ne suffit plus à lever des troupes fraîches. Il a du mal à lever des légions, Pompée.
Et donc il fuit en Grèce avec ceux qui voient encore en lui l'incarnation des valeurs républicaines de jadis. César, dans une partie de l'opinion politique, est diabolisé comme celui qui piétine finalement les institutions de la Rome républicaine, et donc Pompée apparaît comme le camp adverse. Ces deux camps vont s'affronter militairement en Grèce. C'est la bataille de Pharsale, dont vous avez l'orthographe, puisque vous avez un extrait ici d'un poème écrit beaucoup plus tard par Lucain, le neveu de Sénèque, sous le règne de Néron. Et donc, la Pharsale rapporte cette guerre civile entre Pompée et César. Et donc, cette bataille de Pharsale, en 48, est une lutte fratricide entre Romains, dont César sort vainqueur. Pompée fuit encore. Et il fuit vers l'Égypte. Il débarque en Égypte, dans ce royaume d'Égypte où il pensait trouver la protection des souverains lagides, en souvenir des grandes années passées en Orient. Voilà, Pompée, dans les années 60, s'était constitué une grande clientèle, un réseau d'obligés en Orient et notamment en Égypte. Donc il pensait être protégé par les rois d'Égypte et malheureusement, vous en avez ici l'illustration à travers ce tableau de peinture d'histoire du XVIIIe siècle. Et ce texte, alors qui est un peu long, mais que vous pourrez peut-être lire tranquillement chez vous dans un deuxième temps, ce texte de Plutarque, qui est un biographe d'époque impériale, qui nous raconte donc cette mort pathétique de Pompée, puisque Pompée va être décapité sur la plage. Il est à peine descendu de la barque qu'il avait conduit de son bateau au rivage, lorsque il est décapité sur ordre du roitelet d'Égypte Ptolémée XIII, qui est un frère cadet de Cléopâtre, la grande Cléopâtre, qu'on découvrira également ensemble lors de ce cycle de conférences. Ptolémée XIII qui en fait était soucieux de plaire à celui qui apparaît de plus en plus nettement comme le maître de Rome à ce moment-là, en tout cas celui qui s'affirme comme tel, et c'est César. Et Ptolémée, qui n'était pas très futé, ni très bien conseillé, Ptolémée, qui est très jeune, présentera la tête de Pompée à César. Alors, je vois simplement dans le chat Martine qui me dit que Ptolémée n'est pas un roitelet, mais un pharaon. Il est vrai qu'il est pharaon en titre, mais très honnêtement, sur le plan historique, je ne crois pas qu'il ait laissé une empreinte telle qu'il ait fait honneur à ce titre de pharaon. C'est personnel. Voilà. En tout cas, rien n'est plus terrible pour ces hommes-là que de perdre son meilleur ennemi. Et le poète Lucain, dont je vous ai présenté un texte quelques décennies plus tard, laissera le portrait d'un César pleurant sur la tête de Pompée, que Ptolémée XIII lui présente, et accordant des funérailles dignes à Pompée, dignes de ce qu'il fut. Donc c'est César qui prend en charge les funérailles de Pompée. César n'a plus qu'à faire le ménage à Alexandrie pour commencer, on le verra, en réintégrant la jeune Cléopâtre dans les droits dynastiques dont elle avait été privée par son frère, qui, je l'ai dit, n'était pas très fin et qui était surtout mal conseillé. Donc voici le seul portrait dont on pense qu'il s'agirait de Cléopâtre, mais c'est quelque chose que l'on discutera ensemble si vous le souhaitez. Donc Cléopâtre est réintégrée dans ses droits dynastiques par César. Ils ont 30 ans d'écart, Cléopâtre et César, mais une ambition et des intérêts qui les rapprochent. Cléopâtre sait qu'elle a besoin de celui qui saura s'imposer chez les Romains. Les Romains qui ont fait depuis longtemps de son royaume un royaume client. Ça fait longtemps que les Romains tiennent au creux de leurs mains le royaume d'Égypte. Et César, lui, a bien besoin des trésors illimités de l'Égypte et du blé égyptien pour financer également ses actions. Cléopâtre lui donne visiblement un fils qui est connu
dans la tradition comme étant césarion, Ptolémée XV, et Cléopâtre suit d'ailleurs quelque temps César à Rome, où d'ailleurs elle réside au moment de l'assassinat de César. Cléopâtre réside dans une somptueuse villa au bord du Tibre, à Rome, au moment où César est assassiné. À Rome, dans la première moitié des années 40, César concentre une grande majorité des pouvoirs républicains, alors que plus personne ne respecte la régularité institutionnelle depuis longtemps. César est consul pour 5 ans, en 46 avant Jésus-Christ, alors que c'est un mandat annuel. Puis il est consul pour 10 ans l'année suivante, et en même temps, il est dictateur, en 49, en 48 pour 1 an, en 47 et en 46 pour 10 ans, ce qui est donc une contradiction finalement institutionnelle avec ce qu'était la dictature, en tout cas lorsqu'elle a été mise en place. Et puis il devient dictateur à vie, plus exactement dictateur perpétuel, comme vous le voyez sur cette monnaie qui est émise donc en 44 avant Jésus-Christ, l'année de sa mort. On aperçoit donc, je pense que vous verrez bien mon pointeur, César, toujours ce profil assez émacié, on le reconnaît assez bien, avec cette couronne de laurier et cette légende dictateur perpétuel, César. Voilà. Et puis au revers de la monnaie, vous avez la déesse Vénus Victrix, Venus Victrix, qui est l'ancêtre autoproclamé des Iulii, la famille de César. César se prétend descendant de Vénus, on y reviendra. En tout cas, avec ces nouveaux titres, on comprend que les institutions républicaines se trouvent désormais vides de sens. Elles n'ont pas survécu à l'ambition démesurée de ces hommes davantage prêts à servir leur propre gloire que l'idéal de la res publica qu'ils prétendent honorer. Ou bien peut-être confondent-ils les deux. La dictature a perdu toute filiation avec la vieille dictature républicaine, telle qu'elle avait été conçue au début de la République romaine, et qui devait servir justement de rempart aux périls intérieurs et extérieurs. C'est une monarchie qui ne dit pas son nom, en tout cas ça y ressemble de plus en plus, équivaut à César d'être assassiné en 44 avant Jésus-Christ par une poignée de sénateurs dépourvus de programme politique, on y reviendra. Cicéron dira que cet assassinat a été mené avec un courage d'homme et une cervelle d'enfant, parce qu'ils n'avaient rien prévu d'autre que d'assassiner César. Et donc, une fois que c'était fait, ils se sont tous regardés en se disant « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Bon. En tout cas, ils étaient ces césaricides unis dans le projet du tyrannicide et de la chimère de rétablir la vieille République, où les représentants des anciennes familles de l'aristocratique dont ils étaient pouvaient tranquillement capter les fonctions clés de l'État de génération en génération sans s'en voir privés par un seul, comme César. C'est ça finalement le cœur de l'assassinat de César. Et donc, s'il s'affiche comme un dernier sursaut et réveil républicain, l'assassinat de César, tel que vous pourrez tranquillement le lire ici encore sous le calame de Plutarque, cet assassinat est surtout le geste désespéré d'une oligarchie en perte de repères. Cet assassinat qui a donné lieu à de très nombreuses, j'empiète un peu sur la suite, de très nombreuses représentations dans l'histoire de l'art. On l'a vu tout à l'heure. Et j'en terminerai là-dessus. Eh bien, les successeurs et héritiers de César se mobilisent pour le venger et s'opposent victorieusement à ce camp des républicains césaricides. C'est le temps de l'union entre l'ancien légat, l'ancien aide-de-camp de César, Marc-Antoine, oublié du testament du dictateur assassiné. C'est le temps de l'union entre Marc-Antoine et entre un jeune freluquet qui s'appelle Octavien, qui est son héritier, qui est l'héritier familial de César,
l'héritier politique également, et qui est propulsé par le testament de César, qui en fait son fils adoptif. César adopte son petit-neveu Octavien, le futur Auguste, et tout cela le propulse sur le devant de la scène à même pas 20 ans, plus jeune qu'Alexandre. Il ne manquera pas de le faire remarquer, plus jeune qu'Alexandre. C'est un deuxième triumvirat qui se constitue, qui sera actif entre 43 avant Jésus-Christ et 32 avant Jésus-Christ. Un triumvirat qui se dote de pouvoirs constituants pour réformer l'État. Mais son ambition première n'est malheureusement pas celle-ci, mais plutôt celle de la liquidation physique de ses adversaires par la pratique des listes de proscription qui avaient été inaugurées par Sylla. Alors les listes de proscription, c'est très simple, on affiche une liste dans l'espace public de personnes qui vont être traquées, mises à mort, et leurs biens seront récupérés par l'assassin ou vendus aux enchères. Enfin, les modalités varient, mais en tout cas, voilà. Et l'une des grandes victimes de ces listes de proscription du début du deuxième triumvirat, c'est Cicéron. Marc-Antoine l'avait mis vraiment au début de sa liste. Voilà. Donc voilà un petit peu ce deuxième triumvirat, qui n'est qu'un temps de l'union avant la désunion, avant l'affrontement direct entre Octavien, resté en Occident, et Marc-Antoine, passé en Orient, où son mariage avec Cléopâtre lui fait envisager peut-être la possibilité d'un empire oriental, on y reviendra. La bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ marque le point d'orgue de cette rivalité entre Marc-Antoine et Octavien. La tradition l'aperçoit comme le chant du cygne de cette république qui n'en finit plus de mourir. Cette bataille d'Actium a été encensée, voire fabriquée dans sa gloire par la propagande augustéenne, on le verra plus tard. Marc-Antoine, le passionné, mais le perdant, Marc-Antoine, c'est le loser, on doit quand même le dire. Il fait d'Alexandrie et du tombeau de Cléopâtre sa dernière demeure, et Octavien reste seul dans ces circonstances, mais bien entouré, concentrant par chance, par ambition et une formidable intelligence politique, presque tous les pouvoirs de la République expirante. Auguste va parachever l'héritage césarien. Et Auguste, vous le voyez sur cette représentation moderne, il y en a eu tant de cet épisode. Alors, Octavien, futur Auguste, il n'est pas encore Auguste, mais en 29 avant Jésus-Christ, il referme les portes du temple de Janus à Rome, signifiant par là le retour à la paix. Ça n'avait pas été fait depuis des décennies, voire des siècles. Il pose les bases d'un régime politique décomplexé qui ne dira jamais d'Auguste qu'il est roi, mais qui en fera un princeps, c'est-à-dire en latin le premier, le meilleur des citoyens, et qui donnera en fait notre mot français prince. Voilà. Et la même année, ce princeps, qui est devenu Auguste, inaugure le temple à son père adoptif, le temple de César divinisé. César est le premier homme de la fin de la République romaine à être divinisé, instaurant donc, Auguste instaure par là un principe dynastique dont il ne se départira plus. Et on le voit, d'héritier, Octavien s'est mué en Auguste, le fondateur. Voilà, c'est pour nous une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Voilà, je m'arrête ici pour cette mort lente, cette agonie de la République romaine, et je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Et j'en profite pour afficher également une petite bibliographie pour ceux qui souhaiteraient creuser un peu le sujet. Alors, Tite-Live, mieux que Suétone ou Tacite pour comprendre cette période? Tite-Live, pour nous, est perdu. En fait, nous avons perdu une partie des livres de l'histoire romaine de Tite-Live, de mémoire à partir de l'année 180 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que de 180 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la République romaine, en tout cas l'époque contemporaine de Tite-Live, qui meurt en 17 après Jésus-Christ, nous n'avons pas le récit de Tite-Live.
Suétone ne nous raconte que très partiellement la République romaine, en tout cas la fin de la République romaine. Suétone est un biographe qui écrit un recueil de biographies des 12 premiers empereurs de Rome au début des années 120 de notre ère. Il inclut César, bien que César n'ait pas été empereur, mais ça nous donne une idée de la manière dont il est perçu aussi. Donc, à travers sa biographie de César, nous avons quelques détails sur cette fin de la République romaine. Quant à Tacite, eh bien, Tacite, notamment en ce qui concerne les annales de Tacite, donc c'est une histoire de Rome année par année, mais elle ne commence qu'à la mort d'Auguste et elle ne s'étire que sur la dynastie des Julio-Claudiens jusqu'à la mort de Néron. Et là encore, il nous en manque une partie. Il nous manque, si je ne dis pas de bêtises, tout le règne de Caligula, une partie du règne de Claude, quelques années du règne de Néron, donc ça n'est pas complet. Donc Tite-Live est une source précieuse pour comprendre, disons, la première République romaine. Mais pour le reste, je vous conseille plutôt Appien, les écrits de César eux-mêmes, que vous retrouverez tout cela dans la bibliographie, et puis Cassius Dion, qui est un historien grec vivant dans l'Empire romain beaucoup plus tard, à la fin du IIe et au début du IIIe siècle de notre ère. Voilà. Alors, est-ce une erreur que de parler de république pour cette période de l'histoire romaine? Comment les Romains désignaient-ils leur régime politique? Alors, c'est une erreur de parler de république à partir du moment où on charge ce terme-là appliqué à cette période de l'histoire romaine de la définition de nos républiques romaines, modernes, pardon, voilà, ma langue a fourché, modernes. Mais ça n'est pas exactement une erreur dans le sens où ce terme a été forgé sur le latin res publica. Je l'ai rapidement évoqué, mais c'est de cette manière, Laurent, que les Romains désignaient leur régime politique. Cicéron parle de res publica. La res publica, c'est quelque chose qui est entre le fonctionnement des institutions, l'État, la chose commune. Voilà, la res publica, c'est un petit peu tout cela, mais c'est le terme qu'emploient les Romains pour désigner leur régime politique. Qu'il voit, hein, si on se base notamment sur les écrits de Cicéron, comme un régime mixte, articulé entre le Sénat, le peuple et les magistrats, et équilibré. Voilà. Alors, quelle est la place de la guerre de Jugurtha dans l'évolution de la République romaine? Alors, le lien, disons, peut-être est à faire. Alors, la guerre de Jugurtha, je vais revenir rapidement là-dessus, c'est une guerre que les Romains mènent en Afrique du Nord contre une population qu'on appelle les Numides, enfin un peuple qu'on appelle les Numides, et donc leur roi, Jugurtha, il me semble que Jugurtha est roi des Numides, mais là je m'avance peut-être sur un terrain que je maîtrise moins bien. Disons qu'il n'y a pas un lien direct entre l'épisode de la guerre de Jugurtha et l'évolution de la République romaine, si ce n'est peut-être que la guerre de Jugurtha participe de cette personnalisation du pouvoir, puisque des généraux comme Marius et Sylla mènent des campagnes assez longues à la tête de troupes qui tissent avec eux un lien personnel très fort. Donc en cela, la guerre de Jugurtha participe de cette personnalisation du pouvoir, de cet essor de la figure de l'impérator, et donc c'est à replacer dans une dynamique globale que nous avons pu décrire. Voilà. Mais comme d'autres guerres, celle menée contre Mithridate en Orient, etc., la guerre des Gaules par César, on est à peu près dans la même dynamique. Alors, quel pouvoir au Sénat sous les empereurs et ensuite sous Théodoric? Alors, pour répondre très rapidement sur le sujet, le Sénat perd quand même son influence à partir du moment où le pouvoir est capté par un seul, c'est-à-dire le princeps, celui qui va devenir l'empereur. Le Sénat va être progressivement phagocyté, si vous voulez, mais sous les Julio-Claudiens, il garde quand même, disons, un pouvoir, je dirais presque de nuisance assez important, puisqu'il
contribue à faire assassiner aussi le princeps si ce dernier ne gouverne pas en bonne entente avec lui. C'est le cas de Caligula, par exemple. Au cours de la période impériale, donc le Sénat s'essouffle un peu. En tout cas, les pouvoirs du Sénat sont considérablement circonscrits par rapport à la période antérieure. Au cours du IIIe siècle, par exemple, des empereurs comme Galien, je crois, il me semble que c'est Galien, dans les années 260, vont retirer aux sénateurs la possibilité de commander des légions, ce qui retire, disons, au Sénat encore un peu de sa gloire d'antan. Et dans l'Antiquité tardive, à l'époque de Constantin et plus largement dans la deuxième moitié du IVe siècle de notre ère, le Sénat devient une sorte de conseil municipal de la ville de Rome. Et je ne connais pas bien la royauté de Théodoric, mais je ne crois pas que le Sénat retrouve en tout cas des pouvoirs qui diffèrent de ceux auxquels il avait été réduit à la fin du IVe siècle et au cours du Ve siècle. Voilà, de notre ère, bien sûr. Alors, petite paysannerie réduite par les grands propriétaires, peut-on comparer avec l'affirmation de la féodalité quelques siècles plus tard? Non, c'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose parce que cette petite propriété n'a pas forcément, disons, ces petits propriétaires qui petit à petit se voient privés de leurs terres, soit qu'ils vendent, soit que voilà, ces terres se trouvent accaparées durant leur absence par de grands propriétaires. Ces petits paysans-là n'ont pas de lien comment dire, de dépendance à ces grands propriétaires, comme on le verra dans le système de la féodalité. Donc ça n'est pas la même chose à ce titre. Qu'est devenu Lépide, membre du second triumvirat? Oui, Mathieu, vous faites bien de nous poser cette question parce que c'est vrai qu'on l'oublie toujours, Lépide, le pauvre. Alors Lépide, qui est effectivement le troisième homme du second triumvirat avec Octavien et Marc-Antoine. Alors le pauvre Lépide n'a pas grand espace, hein, vous l'imaginez, dans cette combinaison. Octavien reçoit l'Occident, Marc-Antoine reçoit l'Orient et Lépide l'Afrique du Nord. Bon, c'est bien, mais c'est quand même pas la même chose que l'Orient, hein. Et en fait, durant la première moitié des années 30, Lépide va participer à la lutte contre le fils et héritier de Pompée, qui s'appelle Sextus Pompée, et qui est un gros caillou dans la sandale d'Octavien en Occident, puisque dans les années 30, Sextus Pompée organise un blocage maritime avec une énorme flotte de la Sicile, qui est un des greniers à blé de la Méditerranée, et cela gêne considérablement l'approvisionnement en blé de Rome. Donc il va falloir résoudre ce problème de Sextus Pompée et Octavien, son fidèle général Agrippa et Lépide vont se porter contre Sextus Pompée. Simplement Lépide se prendra un peu la confiance, comme on dit, se laissera un petit peu emballé par l'opération. Il va avec ses troupes piller la ville de Messine, si bien qu'il va se retrouver complètement phagocyté par Octavien, qui va l'assigner à résidence. Alors, c'est une belle résidence, hein, dans le Latium, au sud du Latium, et Lépide finit tranquillement ses jours en jouissant de ses biens, mais toujours assigné à résidence. Il meurt en 12 avant Jésus-Christ. Voilà, tout seul, hein, il n'a pas été aidé visiblement. Voilà Lépide, le destin de Lépide. Mais il a une descendance hein, qu'on retrouve notamment sous les Julio-Claudiens, donc voilà. Alors, César n'a pas pensé qu'il allait trop loin dans le cumul des pouvoirs, il est intelligent pourtant, il aurait pu se méfier. Alors ça, c'est une question qui n'est pas tranchée, Isabelle. On a l'impression, mais on en reparlera peut-être lors de la conférence sur César, si vous souhaitez la suivre, on a l'impression, en 44 avant Jésus-Christ, d'une espèce de fuite en avant de César, une accélération comme ça de la concentration des pouvoirs. Alors on a parlé de mégalomanie, bon. Certains ont évoqué le fait que César était aussi fatigué, il a été mis au courant hein, de ses possibilités de complot à son encontre, et il ne fait pas grand-chose pour s'en prémunir. Était-il malade?
Est-ce qu'il a préféré partir à travers ce drame en pleine gloire? On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, mais il est clair que le cumul des pouvoirs qu'il a opéré dans ces années 46-44 avant Jésus-Christ ont considérablement froissé les sénateurs et il n'a pas toujours été très délicat avec les sénateurs. Alors, pourquoi? La question n'est pas encore tranchée. Voilà. Alors, Marius Caius est-il à l'origine du système des vétérans recevant un lot en fin de carrière de légionnaire? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'armée, Marcel, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que non. Il me semble que non. En revanche, il élargit considérablement le recrutement militaire aux couches les plus modestes de la population et notamment à ceux que l'on appelait les prolétaires et qui étymologiquement désignent ceux qui ne possèdent rien comme bien que leur descendance. Voilà. Donc ça va donner une nouvelle coloration à l'armée romaine parce qu'on va trouver voilà, dans cette armée-là, comme je l'ai dit, sans évidemment en faire une généralité, mais des aventuriers, des gens qui n'ont pas grand-chose à perdre et tout à gagner. Et cela va aussi accentuer une forme de violence qu'on voit très bien dans la série Rome. On voit très bien comment ces vétérans des armées, comme celle de César, puisque c'est le cas de la série, ont du mal à se réinsérer dans la société de leur temps, en fait. Ils gardent des réflexes violents. Voilà. Alors, sous quelle influence ou autre modèle de civilisation les premières institutions, rois, patresses, comices, ont été mises en place? Alors, Françoise, il y a à la fois une influence italique et une influence étrusque dans cette première Rome, cette Rome royale. On retrouve cette organisation dans d'autres cités italiques, mais on retrouve également une coloration étrusque dans cette première Rome. Et ce qui nous donne évidemment à discuter de l'identité romaine et de ce qui est vraiment romain, puisque Rome est aussi une combinaison comme ça d'influences italiques, étrusques, grecques également un peu plus tard. Voilà. Alors, d'où vient la légende de la Louve de Rome? Alors, c'est une bonne question, Suzanne. Je ne sais pas si cette origine ne se perd pas finalement dans les siècles, mais une des versions, disons, la plus popularisée, celle qui sert beaucoup de support à l'histoire de l'art notamment, c'est celle de Tite-Live. Voilà. César, génie militaire ou génie politique? Eh bien les deux, Mathieu. Pourquoi choisir? Voilà. Il y avait la prémonition de sa femme. Est-ce une légende ou c'est avéré? Alors, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de détails qui entourent cet événement, nous sommes tributaires des reconstructions littéraires qui l'habillent, qui évoquent effectivement un certain nombre de signes annonciateurs, une note, un mot qu'on lui avait confié le matin même, la mise en garde de son épouse qui effectivement avait fait un cauchemar, la mise en garde également d'un personnage qu'il croise dans la rue, je ne sais plus si c'est un sans-abri ou enfin quelqu'un qui le met en garde aussi sur les ides de Mars. La veille ou l'avant-veille, ce personnage l'avait mis en garde dans la rue en lui disant « Prends garde aux ides de Mars ». Et donc César repasse devant cette personne le matin de son assassinat en se rendant au Sénat et il dit « Tu vois, voilà, les ides de Mars sont arrivées et il ne s'est rien passé ». Et ce personnage lui répond « Les ides de Mars ne sont pas encore passées ». Voilà. Donc ça fait partie un peu, effectivement, cette prémonition, sans qu'on puisse l'avérer. Je pense qu'il faut plutôt évoquer des motifs littéraires à cet endroit-là.
On a ça pour d'autres récits historiques, voilà, d'autres épisodes historiques. La personne qui est en attente de son destin reçoit tout un tas de prodiges, elle assiste à des prodiges, des signes annonciateurs, etc. Ça fait partie du côté dramatique un petit peu, cette machine infernale qui se met en branle. Voilà. Alors, est-il vrai que les cités étrusques de Vetulonia et Populonia ont été détruites par Sylla pour avoir soutenu Marius? Alors, Marcel, c'est une question très précise et je ne saurais pas y répondre exactement. Je n'ai plus ces détails en tête, mais je ne serais pas surprise puisque Sylla a fait le siège d'un certain nombre de cités qui n'avaient pas pris son parti. C'est le cas de Pompéi. Si vous vous rendez à Pompéi, vous observerez dans l'une des dernières murailles qui entourent la cité encore des impacts de la balistique des armées sillaniennes. On a retrouvé voilà, un certain nombre de témoignages de cet assaut des troupes sillaniennes sur Pompéi. Et Pompéi sera ensuite transformée en colonie romaine et verra s'installer des vétérans romains des armées sillaniennes. Voilà, donc pour Vetulonia ou Populonia, je ne peux pas vous répondre avec certitude, mais en tout cas, pour Pompéi, c'est bien le cas. À quel degré la série Rome est-elle fiable historiquement? Alors, moi j'aime beaucoup la première saison, que je trouve assez juste, ne serait-ce que dans le décor qu'elle fournit, qui évidemment est beaucoup plus réaliste à mon sens que les péplums des années 60 avec une Rome toute blanche, hein, tout est très propre, voilà, non. Rome, c'est une série qui présente voilà, une cité violente, dangereuse, populeuse. Elle respecte, de mémoire en tout cas, le grand événementiel, mais ça se délite un petit peu durant la deuxième saison. Alors, je crois que c'est parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de saison supplémentaire. Les décors de la série Rome que vous pouvez visiter à Cinecittà, à la Cité du cinéma à Rome, vous pouvez voir ces décors en carton-pâte qui sont assez impressionnants. Une partie de ces décors ont brûlé, si bien que la série a manqué de budget pour aller au-delà de la bataille d'Actium. Donc la deuxième saison, et notamment le personnage de Cléopâtre, n'est pas fameuse. Moi, je n'aime pas du tout le personnage de Cléopâtre, mais c'est personnel, encore une fois. Voilà. Mais la première saison est pas mal, et surtout le personnage de César est absolument génial. Je trouve vraiment César très réussi. Le triomphe de César aussi dans les rues de Rome est pas mal du tout. Assez fidèle, il me semble, au récit qu'en donne Plutarque. Et c'est d'ailleurs un extrait de vidéo qu'il m'arrive de passer à mes étudiants à l'université. Alors évidemment, pas comme une source historique, mais comme illustration. Voilà. Est-ce qu'il y avait un ascenseur social qui permettait de passer d'esclaves à citoyens de Rome? Alors, la société romaine est assez cloisonnée, mais il y a des possibilités d'ascension sociale. Un esclave peut être affranchi par son maître, même si, en tant qu'affranchi, il reste contraint par des liens d'obligation à son ancien maître. Il peut tout à fait accéder par certains biais à la citoyenneté romaine, si bien que ses descendants peuvent devenir citoyens romains. Mais la marque de la servilité ancienne reste quand même visible, ne serait-ce que dans le nom et puis dans la réputation. Mais c'est possible, c'est possible. C'est pas tous les jours, hein, mais c'est possible. Et on a des exemples d'affranchis extrêmement riches et puissants, notamment à la cour julio-claudienne. Hein, nous avons des affranchis d'origine grecque qui font la pluie et le beau temps à la cour impériale et qui occupent des charges assimilables à des ministères actuels de manière très nette, hein, sous les règnes de Claude, notamment de Caligula, de Claude, etc. Oula, alors ce sera difficile à trancher en quelques minutes. Qu'en est-il de la place des femmes et des barbares à Rome? La fin de la République romaine est une période, alors je n'emploie pas le terme d'émancipation à l'égard des femmes, mais il y a, en tout cas dans cette période-là, du dernier siècle et demi de la République romaine,
des possibilités, disons, de visibilité dans l'espace public accrue pour les femmes, et notamment les femmes de l'aristocratie. On a toute une génération de femmes qui ont les moyens, qui voilà, se choisissent aussi des maris en conséquence, qui peuvent gérer une partie de leur fortune, ce qui amène à des destins assez inédits, comme celui par exemple de Fulvie, qui est une des premières épouses de Marc-Antoine et qui va tout simplement mener des armées, des troupes en tout cas armées avec le frère de Marc-Antoine en Italie contre Octavien. Elle est l'une des premières femmes à figurer sur des monnaies romaines, ce qui est inédit, je crois même que c'est la première. Donc, on a cette trajectoire-là de femmes à la fin de la République romaine, Claudia également, la sœur de Claudius, qui est détestée de Cicéron, qui est vraiment ordurier avec elle. On a ces femmes-là qui voilà, sont quand même circonscrites à un milieu social particulier, mais qui acquièrent, alors je ne dis pas une forme d'indépendance, mais en tout cas une liberté de mouvement assez large, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait du goût d'Auguste, qui essayera de remettre dans sa législation un peu de moralité dans cette société qu'il trouve un petit peu trop libre à son goût. Mais voilà, pour les femmes, à ce moment-là. Et quant aux barbares, alors là, c'est un petit peu plus délicat à évoquer parce que bon, on a par exemple ça reste anecdotique, mais on a des contingents de populations étrangères dans l'armée romaine, des auxiliaires. On a également, au début de la période julio-claudienne, des Germains qui constituent une partie de la garde rapprochée des empereurs, hein, la garde germanique des Julio-Claudiens. Donc il y a une visibilité quand même des barbares dans l'espace public, enfin de ceux qu'on appelle barbares. Voilà, Rome est une ville au début du règne d'Auguste d'1 million d'habitants. Il y a des esclaves, il y a d'anciens soldats et tout un tas de visiteurs, d'étrangers qui voisinent dans cette Rome qui est très bigarrée. Voilà.